Bonjour Damien. Bonjour, comment vas-tu? Écoute, très bien. Je suis vraiment heureuse de t'avoir au micro de Bloom Up aujourd'hui. Alors Damien, tu es photographe, vidéaste de grand talent, passionné d'outdoor et papa d'un petit garçon que tu élèves en garde alternée, je vais y arriver maintenant. Ton histoire est faite de résilience, d'amour et d'équilibre réinventé, où le sport joue un rôle essentiel, à la fois comme refuge, comme moteur et comme lien avec ton fils. Alors merci d'avoir accepté de partager ce chemin avec nous. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, merci de m'y avoir invité. Alors comment tu te sens alors que tu vas nous livrer ton histoire de papa? Je suis heureux de pouvoir avoir ces expériences-là. C'est toujours bien de pouvoir en parler ouvertement. Et puis on a tous un point de vue un peu différent, donc des enseignements à tirer. Je crois que c'est un des piliers de la parentalité, de savoir écouter d'une oreille et d'analyser tout ça pour en faire sa propre leçon. Tout à fait, c'est exactement pourquoi Bloom Up existe. Ouais, voilà. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui compose ta tribu aujourd'hui? Moi aujourd'hui j'ai donc Andrea, qui est mon petit garçon de 2 ans, qui est né le 30 août 2023. Et on avait pris Tétia, donc qui est une petite chienne, donc qui fait partie intégrante de la famille parce que elle a grandi avec Andrea et que Andrea la réclame énormément. Donc c'est un animal de compagnie qui a un rôle assez important dans la famille au final. Ouais, j'imagine. Alors pour ceux parce que vous ne la voyez pas forcément, mais c'est un grand chien blanc, tout beau, et effectivement qui prend sa place. Prendre la place, oui. Alors, dans quel environnement familial, toi, tu as grandi voilà, quel climat, quelle ambiance régnait chez toi? Alors, moi, j'ai une petite sœur et j'ai donc mes 2 parents. On a grandi donc une famille tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'ai eu la chance quand même moi, de grandir aussi avec ma sœur. Donc, c'est, je pense, une façon de grandir qui est un peu différente, je pense, quand tu es enfant unique. Unique, ouais. Et c'était, je rebondis un peu sur le sujet de l'animal de compagnie parce que mine de rien, ça, même si c'est pas un frère ou une sœur, ça reste quand même une présence et un ami, un premier ami pour Andrea. Enfin, moi, je vois les interactions qu'ils ont ensemble et ils jouent beaucoup ensemble. Un compagnon de jeu, quoi. Ouais. Comme ils ont à peu près le même âge mental, en plus, ça tombe assez bien. Ça aide. Là, ils sont très équilibrés, là, ils sont très alignés en ce moment, c'est chouette. Mais non, moi, pareil, j'ai eu des relations un peu chien-chat avec ma sœur parce qu'on avait une belle différence d'âge aussi, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et encore aujourd'hui, toujours cette même bienveillance et ce lien familial qui est important et rassurant. Et est-ce que toi, tu dirais que finalement, le schéma dans lequel tu as évolué, toi, dans ton enfance, est-ce que ça a influencé on va dire ta parentalité ou au contraire, tu as voulu construire quelque chose d'assez différent? Ouais, c'est intéressant comme question. Je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment essayé de reproduire quelque chose. Et globalement, parce que je pense que ça ne correspond pas à mon caractère, je suis quelqu'un d'assez indépendant et je me suis construit avec les gens qui m'entouraient. Donc, j'ai pas forcément... Ou alors, je l'ai fait peut-être inconsciemment. Non, mais tu t'es pas possible, construit en opposition en disant non, ça, jamais je referai. Non, ça a été assez c'est naturel. plus dans le quotidien où on se dit, ça, je ferais peut-être un peu différemment. Mais oui, bien sûr. On comprend aussi parfois les réactions que nos parents ont pu avoir vis-à-vis de nous. Et on se dit, finalement, c'était pas... Ouais, voilà. On comprend certaines choses, je pense aussi, en ayant ce nouveau rôle, des choses qui sont difficiles à percevoir quand tu n'es pas encore parent, quoi. Bien sûr. T'as beau te projeter, la réalité te fait voir les choses sous un autre angle. Ouais. Alors, c'est une question que je pose aussi aux mamans, mais toi, est-ce que tu as toujours voulu être papa? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou au final, c'est arrivé un petit peu avec le temps, un désir qui a émergé un peu plus tard? Ouais, je pense que c'est plus quelque chose qui a émergé avec le temps. Ouais. Plus quelque chose je voyais ça, j'ai toujours plutôt vu ça comme une évolution de la vie de couple, une étape supplémentaire. Pas vraiment, je me suis pas dit je veux absolument être père très rapidement. Non, je pense que c'est plus venu dans la construction de la famille. D'accord. Je me suis dit que c'était tu finis par forcément te poser la question de une suite ça. Logique, quoi. Ouais, je trouvais ça assez naturel aussi, puis en fait
j'ai jamais bousculé les choses et tout, globalement, dans ma relation de couple ou quoi que ce soit. Donc, je trouve ça bien aussi que ça arrive assez spontanément et naturellement, parce que c'est le moment. Voilà, Ouais. et t'abordes le truc comme ça vient, quoi. Ouais, assez naturellement. Quoi. Ouais. Je trouve que c'est d'autant... C'est pas forcément évident en plus parce qu'il y a quand même une certaine pression sociale. Alors peut-être un peu moins pour nous, un peu moins pour nous les hommes, mais tu as quand même cette pression sociale aussi en tant que femme, tu vois, à un certain âge de te dire femme seule, tout ça. Non, on l'a moins, mais justement, et puis même globalement, tous les conseils, la mat de conseils que tu peux recevoir de professionnels, des amis, des parents, des trucs et tout machin, d'arriver à prendre un tout petit peu de recul sur ça et de te dire bon, ok, alors je peux faire ma vie seule, je peux faire ma vie célibataire, en couple, en famille, avec enfants, sans enfants, enfin. Avoir le choix, quoi. Ouais, il n'y a pas de modèle prédéfini qui est bien ou pas bien. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'a priori avec ces choses-là. Exactement, ouais, non, tout à fait. Et à quel moment, toi, tu t'es senti papa ? Je veux dire, émotionnellement parlant, est-ce que ça a été tout de suite dès l'annonce de la grossesse, quand tu as tenu ton fils dans tes bras, ou je sais pas, ou des semaines ou des mois plus tard, ça s'est construit ? Est-ce que tu as eu un moment un peu... Ouais, ça a été progressif aussi, je pense. Ouais. Pareil. L'annonce, forcément, tu te rends compte de la responsabilité. Enfin, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle responsabilité qui va arriver, mais bon, ça fait son chemin. T'as un peu le temps de le voir venir, entre guillemets. Et au fur et à mesure que tu vois justement toute l'organisation que ça demande et que tu reçois aussi les conseils des gens dans ton entourage, des professionnels, tu comprends aussi que ton quotidien va être bouleversé. Ton quotidien va changer. Bien sûr. Je trouve que c'est assez progressif et ça peut être complètement effrayant aussi. Bien sûr, tu m'étonnes. C'est pas évident, je trouve, quand c'est ton premier, tu te dis, bon, ok, là, ça va changer. Tout le monde te le dit, mais tu sais pas trop dans quelle mesure ça va vraiment changer pour toi. Parce que c'est pareil, on a tous des vies aussi différentes. Bien sûr. Selon notre schéma de vie professionnelle, nos contraintes, ouais, je pense qu'il faut accueillir les choses au fur et à mesure. Enfin, moi, en tout cas, c'était une façon aussi pour moi de me protéger, de pas précipiter les choses, d'essayer d'appréhender ça aussi sereinement que possible. Et c'est ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et alors, comment tu as vécu l'arrivée d'Andrea ? C'est un immense bouleversement. Un immense bouleversement. Je dis souvent que je pense que c'est aussi effrayant que haut en émotion, haut en bonheur, haut en plein de choses, en fait. Ce contraste, il est très marqué, je trouve, à l'arrivée d'un enfant. Parce que t'alternes vraiment entre des passages de panique, parce que tu sais pas quoi faire, tu t'apprends tous les jours. T'apprends au fur et à mesure, quoi. Ouais, Puis tu découvres une nouvelle personne, t'apprends à connaître, finalement. C'est ça. Je trouve que pour la maman, c'est pareil, en fait. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. T'apprends à connaître un nouvel être humain, quoi. Ouais. Et c'est d'autant plus dur que les moyens de communication sont ultra limités, quoi. Ah bah oui. Donc, un être humain dans la vie de tous les jours, un adulte, même un enfant qui parle, ça va. Ouais. Un nouveau-né, c'est pas la même, quoi. Ça nécessite quand même beaucoup plus d'intuition, d'écoute, d'attention, et c'est dur, quoi. Et puis ça t'envoie des signaux parfois qui te semblent complètement contradictoires, tu comprends rien. Donc, je trouve que je définirais ça comme ça, ce contraste, ce gros contraste. Ce gros contraste. Alors du coup, tu n'es plus avec la mère de ton fils. Il avait quel âge quand vous vous êtes séparés ? Il avait 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Et alors comment tu as vécu ces premières semaines, mois en tant que papa solo ? Je pense que c'est un deuxième gros bouleversement. Oui, après l'arrivée, tu as eu deuxième gros chamboulement. Et mais un peu sur le même schéma de contraste. Ça a été quasi immédiatement pour moi une nécessité de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça l'impacte le moins possible. Et qu'on continue à avoir des projets ensemble, moi, Andrea et Tétia, et aussi familialement avec mon ex-femme. C'est important, c'est toujours d'ailleurs hyper important à mes yeux de réussir à dissocier les deux univers, à la fois moi et mon fils et ma chienne, et notre vie de famille telle qu'elle est aujourd'hui avec les changements qui ont eu lieu. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye encore aujourd'hui de faire des sorties à 3, etc.
a la chance d'être, je pense, chacun séparé en de bons termes et avoir fait les choses intelligemment pour éviter justement que... Pour maintenir pour votre fils une bonne entente c'est et continuer... dur, je pense, pour eux, surtout à cet âge-là. Moi, je me dis encore maintenant, bon, il n'a rien demandé, quoi. Bien sûr, non, mais... Il n'a rien demandé, donc il n'a pas à subir, nous, nos relations ou nos différends, tout ça, quoi. Et est-ce que ça a été évident de rentrer dans Enfin, évident, j'imagine que non, mais comment tu as vécu cette entrée dans cette garde alternée? Parce que je crois que vous êtes une semaine sur 2, c'est ça, ouais. On le garde une semaine sur 2. Ça a été un gros bouleversement au début, hein, forcément, mais pas... il a fallu se réorganiser. Moi, ça a été surtout professionnellement que ça a été complexe. Parce que, dans quel sens? Étant donné que je travaille beaucoup dans l'événementiel, tu vois, en travaillant le samedi, le dimanche, et en ayant parfois aussi des tournages qui sont loin, ne serait-ce que 2 jours, ça nécessite en fait une organisation qui est colossale. Parce que forcément, une semaine sur 2, du coup, pas possible du tout. Et même la semaine où j'ai pas Andrea, j'ai quand même Tétia. Donc Tétia, c'est beaucoup d'anticipation. Ouais, même si j'ai pas Andrea et que ça c'est géré, je peux pas la laisser pendant 2 jours chez moi enfermée. Donc dans un premier temps, les 5 premiers mois, j'ai dû renoncer à toute une partie en fait de mes projets, notamment avec les pros et tous les projets un peu professionnels. J'ai dû y renoncer. Il y a un truc que je voulais pas, que j'étais obligé d'assurer, c'était tous les mariages, tout ça. Je me voyais pas dire au marié 6 mois avant. Ça va pas j'ai un petit problème dans ma vie perso, je peux pas assurer votre mariage. Ça pour moi c'était inconcevable. En plus de ça, tu connais mon approche dans le mariage, c'est que des gens avec qui je tisse un lien particulier. Et puis longtemps en avance, quoi. Et longtemps en avance. Je suis booké quasi un an et demi à l'avance. Et c'est des gens avec qui j'échange, avec qui j'ai un vrai lien. C'est pas des clients à proprement parler dont je suis complètement détaché. Donc j'ai maintenu toutes ces prestations-là, mais là aussi, ça m'a demandé beaucoup d'organisation, en fait, de me dire, là, tel week-end, parce que j'en ai pas que à côté de chez moi, j'en ai quand même quelques-uns partout en France. Il faut organiser les week-ends à chaque fois. Donc, cette année, je suis devenu très fort en organisation. Ça t'a fait développer des compétences. C'était déjà quelque chose que... je sais que c'est une de mes qualités, mais bon, là, pour le coup... c'est une charge mentale énorme, par contre. Cette charge mentale, c'est ce qui t'a le plus surpris avec on va dire, ce nouveau rythme de vie, ce changement de vie, ou il y a eu d'autres choses? Tu t'y attendais? Je m'y attendais quand même. Je savais quel programme... je connaissais le rythme que j'avais les années passées. Je me doutais que là, ça allait être complexe. Bien sûr. Mais bon, de toute façon, quand t'as pas le choix, tu le réfléchis pas et t'y vas, quoi. Bien sûr. T'essaies d'organiser ça au mieux, de faire appel aux proches, ceux qui peuvent être disponibles. Tu t'es senti suffisamment soutenu Ouais, globalement. Après, bon, c'est heureusement que je suis indépendant aussi et que j'arrive assez rapidement à être très pragmatique. Ouais. Et dans une certaine mesure, j'imagine, encore une fois, dans une certaine mesure, tu peux être un peu maître de ton calendrier plus que... Non, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, après la saison. Là, maintenant, je peux me projeter sur une année, une vraie année, en fait, parce que là, cette année, en fait, moi, tout mon calendrier est quasiment booké un an à l'avance, donc je pouvais pas maîtriser ce qui allait se passer trop cette année. Sur la période juste après, mais du coup, sur le plus long terme, c'était là, aujourd'hui, plus facile. Aujourd'hui, je peux me projeter sur l'année à venir différemment, avec tous les éléments en ma possession je suis papa solo une semaine sur 2, j'ai la chienne, tout ça. Voilà. Là, je sais que l'organisation, il faut que je m'y prenne un peu différemment, quoi. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans la parentalité solo ? Le fait que t'aies pas d'alternative, quoi. C'est toi et toi. Donc si ça va pas, tu trouves une solution, quoi. Tu te poses pas la question. Mais ça va avec tout mon mode de vie, hein. Tu vois, hier matin, je me suis pas laissé le choix. Pourtant, je te dis que je serais bien resté jusqu'à mon sortant de mon lit. J'aurais bien filé directement au déjeuner. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes potes hier. Je leur ai dit la prochaine fois, si on peut ne pas s'envoyer un marathon et aller directement au déjeuner, ça m'arrangerait bien. Et vraiment, c'est ça, c'est c'est que t'as pas le choix. Quand c'est la crise, c'est la crise, mais bon, tu dois composer avec tes moyens. Donc, tu dois trouver aussi parfois des solutions quand t'es en bout de course, que tu te dis,
là j'en peux plus. Là j'en peux plus, bah tu peux pas dire est-ce que tu peux t'en occuper, il y a Ouais, bah il y a pas de relais. Donc il y a pas de relais direct à la maison, quoi. Non, voilà. mais moi j'ai même pas de relais là proche parce que j'ai pas de famille autour. Moi ma famille la plus proche, elle est à 7h30 de route. Donc je peux même pas me dire pour le week-end help sonnette d'alarme, là j'ai besoin quoi. Et bah du coup ouais tu apprends à prendre sur toi, à trouver des solutions, tu vois, à ce que chacun parfois tu vois, ça m'arrive de lui dire écoute là Andrea, on va aller chacun de notre côté, on va faire un temps calme chacun, se recharger parce que là j'en peux plus. Et voilà, et on revient et ça va mieux et c'est rigolo parce que ça me fait toujours marrer parce que tu vois quand je prends cet exemple là parce que ça m'arrive de le faire tu vois quand il y a une crise ou pour une raison X ou Y. Et c'est rigolo comme lui, tu sais, il passe tout de suite à autre chose. Bah oui, c'est la force des enfants à cet âge-là. Mais c'est génial. Oui. Tu te dis, en fait, moi, il faut que je fasse pareil. Oui. Mais il faut qu'on fasse, nous, pareil, dans notre quotidien, au boulot, tu vois. Arriver à prendre de la hauteur. Tu sais, t'as presque l'impression que c'est une preuve de maturité alors qu'ils ont que 2 ans. Mais c'est plus de l'innocence, en fait. Mais... Oui, mais c'est au final des choses qu'on oublie ouais. quand on grandit. Et... qui nous servirait bien de temps en temps. Ouais, c'est ça. Nous, on met beaucoup de gravité dans les choses. Dans beaucoup de choses, ouais. Ouais, parce que derrière, on va ressasser le truc, on va se dire, ah, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça, j'aurais peut-être pu le faire différemment, ou comme ci, ou comme ça. Tu te repasses le film dans tous les sens et tout. Et toi, tu crois que ça s'est un peu accentué maintenant que tu es papa solo, un peu cette culpabilité et ce ouais, comme tu dis, ce sentiment des fois de faire mal ou... Bah, je me posais plus la question. Au début, ouais, je me la posais beaucoup. Ouais. C'était un sentiment qui était dur à gérer parce que quand t'as pas de regard extérieur sur ce que tu fais, c'est dur de de prendre du recul sur les choses, de se dire objectivement, est-ce que vraiment c'est bien ou est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Ça, c'était difficile au début. Mais en fait, l'impossible nul n'est tenu. Clairement, moi, le regard extérieur, il est pas là. Je vais pas, tu vois, je vais pas l'inventer. Donc, tu trouves d'autres moyens, quoi. Ouais. Ça m'apprend à écouter différemment, à aussi savoir prendre du recul quand c'est nécessaire. C'est une autre façon de gérer les choses, quoi. Ouais, bien mais sûr. bon, c'est pas comme si j'avais un autre choix, donc... Non, bien sûr, mais c'est après chacun, tu vois, réagit de manière différente. Mais c'est pas facile, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et tu penses que tu as quand même un peu de... Enfin, tu dis que toi, ta famille proche, elle n'est pas effectivement à côté de toi, mais dans ton entourage, tes amis, etc., tu arrives à trouver finalement un peu justement... Alors, tu as le sport, effectivement, comme soupape, je vais appeler ça comme ça, aussi, qui t'aide à je sais pas comment on dit, à te faire du bien quand voilà, tu peux être prêt à exploser, mais voilà, finalement, bon, il y a la famille de sang, mais on a aussi la famille qu'on peut se créer complètement, en les termes amis, d'amis et la fameuse de tribu dont je te parlais, tu vois, au début, quoi. Est-ce que t'as réussi à... J'ai des gens très bienveillants autour de moi. Ça, c'est une chance. C'est clair que d'être bien entouré, que ce soit par sa famille ou par sa tribu, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel, surtout quand tu dois traverser des moments comme celui-là. C'est déterminant. Ça change tout. T'as beau être hyper fort psychologiquement, être prêt mentalement et tout. Moi, je me sentais fort psychologiquement et tout. Enfin, je fais du sport à haut niveau, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, dans ce moment-là. Mais pour autant, l'impact de mes proches, de mes amis, a été énorme aussi. Et il l'est encore aujourd'hui. Après, moi, un des défauts que je peux avoir, c'est justement de retenir, d'intérioriser et de garder pour toi. De pas vouloir, tu vois, ennuyer les gens avec mes soucis et avec mes difficultés, parce que j'ai conscience qu'on en a tous et que, tu vois. Bien sûr. Bon, ça, après, on a chacun nos petits traits de caractère. Bien sûr, non, mais on a tous nos... Mais ouais, ça, je trouve que c'est pas évident. Enfin, pour moi, en tout cas, ça, c'est quelque chose d'assez difficile d'aller demander de l'aide et tout, c'est pas évident. Et si tu avais un message à transmettre aux papas solo qui nous écoutent, quel serait-il ? De demander de l'aide. En plus de ça, alors je pense que chez les hommes c'est encore pire. Je pense qu'on est encore moins libéré vis-à-vis de ça. De demander de l'aide, de dire que quand
quand ça va pas, quand ça va plus. Bon, ça tombe bien, en plus on est au mois de novembre, c'est le mois de la charge mentale. Oui, c'est vrai. Donc ça tombe très bien. Mais ouais, de demander de l'aide, parce que il y a clairement, cette situation peut clairement t'anéantir. Moi aujourd'hui, cette année, j'ai eu plusieurs passages de l'année où vraiment j'étais à 2 doigts du burn-out. J'étais vraiment mal, quoi. Vraiment mal, mais tellement fatigué psychologiquement et physiquement que je me rendais même plus compte quasiment, quoi. Ça devenait... Et c'est là que c'est important d'avoir des gens bienveillants et à l'écoute autour de toi qui savent te mettre le doigt dessus de façon bienveillante en te disant, là... attention, quoi. Ouais. Enfin, c'est sans jugement, mais te permettre de voir les choses sur toi, où toi tu... Là, t'es à bout, quoi. T'es un zombie, là. Ça devient dangereux, quoi. Ça devient dangereux pour toi et donc pour lui. Et ouais, faut apprendre à demander de l'aide parce que t'es pas forcément toujours bien entouré. Donc de libérer la parole par rapport à ça, ça peut être, c'est essentiel. Je pense que le sport, ça peut être un moyen de libérer la parole sur bien sûr, sur ces sujets-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a... en tout cas, moi, j'y crois beaucoup. On le dit, il faut... Alors, c'est le fameux proverbe africain, on a besoin d'un village pour élever un enfant. C'est la vérité. Et c'est vrai que nos modes de vie contemporains, on va dire, ont éclaté ce fameux village. Comme tu dis, on est souvent pas à côté de nos parents, voire peut-être même pas dans le même pays pour certains. Et c'est pas facile, et d'autant plus, je pense, quand on est parent solo. Moi, j'ai interviewé une maman solo dans Bloom Up aussi, qui disait c'est quand même important de se le reconstituer, donc que ce soit des amis, des voisins et tout, mais il faut apprendre à libérer la parole et puis et oser finalement le faire. Donc il faut avoir des... Voilà, et des je trouve ça important de passer ce message, quoi, parce que c'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas de la vulnérabilité. Si, ça peut être de la vulnérabilité, mais c'est pas un défaut de montrer sa vulnérabilité. Non, du tout. Tu vois, je trouve que c'est important donc merci de le dire, mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper important de se dire que on a beau avoir l'impression d'être tout seul, on a souvent un voisin à côté ou les parents à l'école de nos enfants. Enfin, je sais pas. Enfin, il faut arriver à trouver. Il faut trouver ça, safe place. Voilà, c'est ça. Moi, ma safe place, je sais que ça va être le sport et c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens pour qui ça peut être une safe place d'être là-dedans. Bien sûr. Parce que c'était quelque chose... parce que c'était un club dans lequel ils étaient, quel que soit le sport. Et du coup, c'est des gens qui connaissent. C'est un environnement extérieur. Ça peut les rassurer. Même si c'est pas des gens qui peuvent être très proches, même si ce sont pas forcément des amis, mais ça peut être juste Parfois, on a juste besoin de ça, en fait. On a juste besoin d'un regard extérieur. D'une main tendue à des hyper moments. Impartial, un regard hyper neuf, hyper objectif. Parce que parfois, c'est pas facile à entendre, mais c'est ce dont on a besoin pour évoluer, pour avancer. Mais ouais, ces safe places, elles sont pas si faciles à trouver. Parce que parfois, les safe places... c'est pas forcément celle auquel on pense en premier. Ça peut ne pas être forcément la famille ou des amis proches. Ah, mais moi, quand je dis ça, je dis pas que c'est facile à trouver. Je dis juste qu'il faut... Mais qu'il faut, quand on en a... Enfin, quand on l'a pas, en tout cas la famille proche, je pense qu'il faut travailler... Enfin, en tout cas, essayer de mettre ça en œuvre, parce que c'est vrai que c'est important, quoi. Faut se raccrocher, en fait, à ce qui était rassurant avant d'être parent. Parce que c'est bien souvent, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Tous ces éléments, tous les éléments qui nous rassuraient avant, ils n'ont pas bougé a priori. Faut juste aller les retrouver. Ouais, faut juste aller les retrouver. Et il y en a certains qui peuvent, entre guillemets, un peu disparaître sans forcément de raison apparente. Il faut réussir à reconnecter avec ces choses-là. Parce que si c'était important avant, ça l'est encore. L'arrivée d'un enfant ne doit pas être un blocage. Parce que ça peut créer des frustrations, des tensions et parfois derrière des séparations aussi. Donc, mais c'est dur, hein. Moi je dis ça maintenant avec du recul. Mais non, mais évidemment. Ouais. Oui, moi, j'en avais pas conscience avant. Voilà, c'est ça. Mais t'en as pris conscience et maintenant t'essayes. Par la force des choses. Mais je pense que c'est. Il faut en avoir conscience. Il faut réussir à évaluer, faire un petit bilan. Ça peut paraître hyper, j'ai l'impression d'être un comptable quand je fais ça. Faire un bilan un peu de toi, ce que tu as besoin, tes besoins vitaux. Te dire que réserver un espace suffisamment grand pour accueillir l'enfant et aussi avoir quel espace aussi tu réserves pour ta vie de couple, ta vie de famille, tout ça. Bien sûr. Et avoir bien ces 3 espaces un peu...
parce que c'est des espaces qui coexistent, mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui anéantisse l'autre, parce qu'en fait, c'est ces situations-là, je pense, qui arrivent à des explosions inéluctables. Bien sûr. Que ce Enfin, je soit dis bien sûr, professionnel. mais c'est... Ouais. Oui, ça peut apparaître arriver dans n'importe quelle dans une sphère ou l'autre. Chaque bulle peut éclater. Exactement. Ouais. Si tu l'entretiens pas, chaque bulle peut éclater. Que ce soit vis-à-vis de ton enfant, vis-à-vis de ton boulot ou vis-à-vis de ta famille, ton couple. Donc, il faut arriver à préserver, à avoir conscience de tout ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, bien sûr, c'est toujours facile à dire et plus facile qu'à faire, bien sûr. Cool. Mais ouais. Mais c'est vrai que, je trouve, et c'est important de le dire, parce que ça sert à ça aussi, ce type d'échange et de conversation qu'on a. Mais c'est... et pour moi, ça peut être perçu... J'avais écrit d'ailleurs une newsletter là-dessus, mais un peu comme de l'égoïsme, tu sais, d'extérieur. Mais c'est tout sauf ça, en fait, au final. Parce que, comme tu dis, si tu mets pas ça en place, ça peut être au détriment de ta famille, de ton enfant, etc. Ouais, donc, c'est quand tu dis un bilan, finalement, c'est prendre un peu de recul sur ça. Sur soi-même, pour évaluer justement ses besoins vitaux, parce que ces besoins-là, en fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça reviendra toujours. Ouais. Donc, il y a fort à parier que si tu fais pas, si tu les entretiens pas, si tu fais pas ce qu'il faut pour les assouvir, tu vas le payer. Tu vas clairement le payer physiquement, dans ton couple, vis-à-vis de ton enfant. Donc, mettre ça en place le plus vite possible. Arriver à prendre du recul. Du coup, je l'ai dit en introduction, le sport a une place très très importante dans ta vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour toi en tant que papa ? Alors, c'est plusieurs choses. Moi, c'est une nécessité. Pour moi, personnellement, c'est une nécessité, c'est un besoin vital de pratiquer régulièrement. Parce que c'est un sas de décompression, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de se recharger en termes de créativité. Enfin, ça a beaucoup de vertus pour moi personnellement, puis c'est aussi en fait un moyen de découvrir la région. Ça, c'est plus du coup pour le côté famille. On l'a pas dit, mais tu vis au Pays Basque, je vis cette au Pays belle Basque. région. Donc c'est une chance inouïe d'habiter ici, et ce serait dommage de ne pas en profiter. On a l'embarras du choix. Des paysages qui sont hyper différents, hyper variés. Donc, pour moi, le sport, c'est une façon de les emmener découvrir ça. Alors, je pourrais effectivement me déplacer en voiture, mais bon, c'est pas forcément le moyen de transport le plus chouette pour découvrir une région. Donc, je fais au final beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélo. Et du coup, j'utilise énormément. Enfin, j'ai pas de poussette, mais par exemple, j'ai un chariot du coup qui me sert à faire poussette, course à pied et vélo. Et clairement, le chariot, c'est un truc qui a révolutionné mon quotidien depuis le début de l'année, quoi. Et comment, du coup, tu concilies le fait d'être papa, justement, l'entraînement comment tu gères tout ça? Et surtout, les semaines où tu as ton fils. Parce que, les semaines où tu es tout seul, peut-être que c'est plus facile à caser quand tu as ton fils. Comment tu arrives à... Non, mais je dis ça parce qu'en fait, pour beaucoup de parents, au départ, c'est difficile d'arriver à recaser... des sessions de sport. Je pense qu'on a globalement, en tant que parents, on se met beaucoup de barrières. On se met beaucoup de limites de ça c'est impossible parce qu'on l'a entendu, parce qu'un professionnel de santé nous a dit ça c'est peut-être pas terrible, pas hyper recommandé, ou parce qu'on a peur. On a peur, nous parents, on a peur. On projette beaucoup, je pense, nos propres peurs sur nos enfants. Et en fait, il se trouve qu'ils sont bien plus malléables, adaptables, ils s'adaptent à bien plus de choses que ce qu'on pourrait imaginer. Et finalement, il existe des solutions, alors pas énormément, mais il en existe quand même, pour pouvoir pratiquer du sport. Alors pas tous les sports, bien sûr, ça doit rester... ce qui est difficile, ce qui est difficile, c'est de trouver un sport qui s'adapte à la fois à la pratique du parent et à l'éveil de l'enfant. Moi, j'en connais pas 50, j'en pratique pas non plus 50, mais bon, ça, je pense qu'il y a plein de sports où c'est possible. En l'occurrence, moi je cours beaucoup, je fais du vélo. La course à pied, c'est hyper facile à mettre en place, même très 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 tôt. Il y a des... Alors, moi quand j'ai commencé à courir avec Andrea, il avait 1 an, tout juste. Je le faisais, quand je dis courir, c'est un bien grand mot, c'était plus marcher, courir.
Et on allait à la plage à 2 km, je l'emmenais voir la mer tous les matins en fait. C'est ce que je faisais depuis... je l'amenais déjà à pied, mais au final on s'est dit, tiens, je vais peut-être le faire en courant. Parce que moi je revenais de blessure, ça faisait hyper longtemps que j'étais blessé, je courais plus. Et je me suis dit, le matin, j'emmenais Andrea et Tétia voir la mer tous les matins avant d'emmener Andrea chez la nounou. Et du coup, ça t'est venu assez facilement et rapidement de te dire, je vais intégrer Andrea. Du coup, tu as investi dans un chariot. Ça a pris du temps quand même. Ouais, au départ, tu y allais au départ, avec la poussette et tu te... Moi, je sortais de blessure, j'avais envie de recommencer le sport. Et en fait, je voulais aussi continuer de partager des moments avec Andrea. J'avais déjà un rythme de vie qui était assez important, qui était assez intense. Les créneaux n'étaient pas... Voilà, tu fais vite le tri, quoi. Tu vois où dans ta journée, c'est possible ou ça ne l'est pas. Et là, c'était parfait le matin de partir suffisamment tôt pour s'arrêter. Alors, on ne s'arrête pas de 25 minutes, on s'arrêtait 5 minutes ou 3 minutes parfois. Mais tous les matins, il a vu la mer pendant très longtemps, quoi. Et on le fait encore de temps en temps aujourd'hui, mais ça avait vraiment toutes les vertus pour moi. Ça me permettait de reprendre progressivement le sport. Et je pense que c'est aussi une bonne façon de faire les choses. On ne demande pas de courir à 20 km/h avec une poussette, c'est pas ça l'idée, c'est juste se dire, tiens, je peux trottiner 50 mètres, 100 mètres, 500 mètres, 5 km, et c'est comme ça que c'est venu en fait. Moi ça a pris, avant que je cours 10 km avec Andrea, ça a dû me prendre 4 mois ou 5 mois. Mais j'y allais tous les matins. Ouais. Ça se fait par petites étapes, à la fois pour lui à s'adapter. Oui, j'allais dire, ça l'habitue. Voilà, ça l'habitue. Et aussi, quand effectivement j'ai eu le chariot, en fait dans un contexte où moi je travaille pour des marques dans le sport et dans l'outdoor. Donc c'est Tulle qui m'a contacté pour promouvoir un de leurs produits, donc qui est le chariot de course que j'utilise encore aujourd'hui, et qui est un chariot multifonction, on va dire. Et ça a vraiment révolutionné la façon dont je me déplaçais, dont je pratiquais. Et ça a vraiment modifié profondément mon quotidien parce que c'est bien plus confortable pour lui, pour nous aussi, sécuritaire aussi. Moi, je suis pas inquiet, tu vois, s'il pleut ou quoi, il y a une bâche de pluie, le chariot, il est suspendu. En fait, c'est une cabane de jeu. Andrea, pour lui, c'est une cabane de jeu. D'ailleurs, dans son chariot, je te montrerai tout à l'heure, il y a des jouets partout. T'as des lits, des instruments de musique. Il est dans son petit monde, quoi. Ouais, c'est sa cabane. C'est un tipi, quoi. Ouais. C'est la même chose que les tipis que tu installes dans leur chambre, avec un tapis de jeu. Sauf que là, il y a des roulettes, quoi. Là, il y a des roulettes et il voit le paysage qui défile. Ouais. Et voilà, et maintenant, en plus de ça, il a grandi. Donc, il sait me demander maintenant quand il a besoin de quelque chose. Donc, je peux lui... Tu vois, derrière, j'ai un petit panier, c'est pareil, je peux lui donner, quand il me dit j'ai faim ou à boire, tu lui donnes ce qu'il faut, puis il a des petites pochettes pour ranger et tout, machin. Donc, c'est bien, en fait, je le vois, et moi, je le vois en plus au-dessus, donc... Oui, tu vois ce qui se passe, quoi. Je vois ce qu'ils fabriquent. Ouais. Donc c'est hyper ludique. Ouais, et puis comme tu dis, c'est une habitude que vous avez pris assez tôt, et les enfants, pour peu qu'on leur donne une habitude, etc., des rituels, parce qu'ils sont très dans les rituels. Votre rituel du matin au début, votre sortie du matin, est devenue un rituel, et c'est finalement un peu ancré en lui aussi. Est-ce que quand tu le faisais pas, il te le réclame, j'imagine? Il me le réclame, ouais. C'est ça. Il me le réclame. Ouais, Mais vraiment, il est moteur là-dedans. Tu vois, encore hier matin, j'ai sorti le chariot. Papa, on court. Ouais. Et après, papa, on court, il m'enlève le frein, allez, on y va, bah ouais. Ah ouais, mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez culturel, tu vois. On est quand même dans des pays où... par rapport à des pays... Enfin, je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays qu'on dit un peu d'outdoor. Ou la Scandinavie, ils ont l'habitude d'être dehors, les enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc finalement si exceptionnel que ça. Non, pas j'ai l'impression, alors je te dis ça comme ça, j'ai pas forcément étudié le truc, mais j'ai l'impression que chez nous, effectivement, c'est moins dans les automatismes des gens. Enfin, en tout cas, pour la plupart des gens. Donc, moi, tu vois, c'est chouette. J'ai vu... Je pense j'ai assez d'une main pour compter le nombre de personnes que j'ai vu courir avec un chariot. Et encore, je pense que c'est plutôt 2-3 personnes que... Et pourtant, j'y suis quasi toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Et pas que à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Tu vois, bien sûr. Je suis j'ai fait toute la côte. Donc, il y a quand même des endroits hyper
hyper passant et à chaque fois, en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir aussi le regard des gens, tu vois. Bah oui, j'imagine. Tu sens qu'il y a de la surprise, donc que ça traduit aussi cet étonnement de voir ce truc rouler avec un enfant dedans et tout. Mais il y a toujours beaucoup de, tu vois, d'étonnement, mais tu sens que c'est bienveillant aussi, que les gens trouvent ça chouette, quoi. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais que ça a créé, en fait, avec ton fils, forcément, ces rituels et c'est la proximité. Hein. Ouais. C'est la proximité, on est obligé... en fait, c'est un... Et à force, encore plus quand je courais avec Tétia, je le fais un tout petit peu moins maintenant, parce que là, toute la saison estivale, il fait trop chaud, donc je l'emmène pas courir en plein cagnard. C'est pas adapté pour elle. Voilà. Mais pendant longtemps, et puis surtout sur la période hivernale, c'est un compromis qu'on fait tous les trois. Alors, ça peut paraître ouf de demander ça à un enfant de 2 ans, mais parfois, l'objectif, souvent, en fait, l'objectif d'une sortie, c'est d'aller à un endroit en particulier, que ce soit la forêt, une plage, un endroit où on va s'arrêter au milieu de moi, ce que j'ai considéré comme un entraînement, mais bon. On s'arrête à un endroit, donc parfois 2 minutes avant il me dit papa on descend, non on descend pas tout de suite, on descend dans 5 minutes ou 10 minutes. Mais du coup on fait tous un petit peu ce compromis là, c'est de la proximité aussi et puis de l'écoute quoi. Quand il y en a un qui a besoin vraiment de s'arrêter, voilà on s'arrête quoi. Bien sûr. On adapte notre pratique chacun et nos habitudes donc ça lui apprend aussi à se dire ok peut-être que je suis peut-être pas tout seul, il voit Tétia, tu vois il joue avec Tétia, c'est un équilibre en fait qu'on essaye de trouver tous les trois quoi. Ouais bien sûr. C'est assez intéressant. Bien sûr, j'imagine. Et t'as déjà eu l'impression de devoir choisir entre le sport et finalement ton rôle de papa? Non, moi globalement, si je devais dresser, tu vois, un bilan là annuel, parce que bon là on arrive, j'ai plus d'objectifs sportifs de course cette année. J'ai quand même fait participer à beaucoup d'épreuves sportives, tu vois, par rapport aux 5 années précédentes. J'ai participé à plus d'épreuves officielles cette année que les 5 années passées. Ah oui, d'accord. Finalement, quand t'avais ton fils. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas... C'est possible, et pourtant, et malgré le fait que cette année, professionnellement, c'était un tumulte pas possible et une épreuve énorme pour moi. Donc, c'est bien la preuve que finalement, c'est pas tant un sujet que ça. Et ouais, je pense que je suis largement plus performant aujourd'hui que je ne l'ai été ces 5 dernières années. Ouais. Je me sens plus performant parce qu'en fait, j'ai toujours tout de suite, assez rapidement, compris qu'il y avait une vraie complémentarité dans mes semaines d'entraînement avec Andrea. Parce que je pousse un chariot, c'est quand même pas léger non plus. Bien sûr. Et je me ça pèse combien, juste pour info? Ça pèse, le chariot, je crois, pèse 15,5 kg. Ah oui, quand même. Ouais, bon, c'est pas mal. C'est sur roue. Hein. Oui, mais il faut le pousser quand même. Faut le pousser quand même. Le problème, c'est quand c'est plat, ça va. Quand c'est plat, ça roule, ça va. L'inertie est OK. Ouais. Mais effectivement, la moindre côte, tu la sens quand même bien. Ouais. Donc bon. Mais du coup, c'est un super exercice. Ah bah tu m'étonnes. Super exercice. Et je m'en suis super vite rendu compte, parce qu'au final, moi, ma pratique de prédilection, c'est plutôt le trail en montagne. Et en fait... ça me fait travailler des chaînes musculaires qui sont très, très utiles en montagne. Et je suis bien plus performant maintenant en montagne qu'auparavant. Forcément, courir en montagne quand j'ai rien devant moi à pousser. Et puis comme tu l'as dit, ça t'aide aussi à, je sais pas comment dire, à réguler ta charge mentale et ça te fait du bien au quotidien aussi. Et ça t'aide dans ton boulot parce qu'en termes de créativité, ça te permet de... C'est un ensemble, effectivement. Ouais, voilà, c'est un défouloir physique, mais c'est aussi une recharge mentale. Un moment de pleine conscience. Enfin, moi, c'est vraiment... j'arrive parfois à recharger toute mon énergie créative et à revenir d'une sortie en montagne en me disant ah ouais ok là ça y est j'y vois un peu plus clair par rapport à ce que je pouvais pouvoir proposer comme projet de vidéo ou quoi. Bien sûr. Parfois où t'es sur un montage, je reste des plombs à regarder mon truc à me dire je sais pas comment je vais me sortir de ça, je vois pas le sens, j'arrive pas à trouver de sortie. J'allais dire les meilleures idées elles arrivent pas forcément derrière ton ordi. Non, jamais. Jamais, elles arrivent toujours en général sous la douche, dehors, en marchant, en courant, en faisant autre chose quoi. Moi je me mets des notes vocales parfois quand je fais du sport parce que je pense à un truc
Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Non, c'est vrai de dégainer le... Ouais, Pas forcément d'écrire, mais moi je suis plutôt dans le mode note, mais effectivement ouais, note mais vocale. Bah Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis c'est pratique mais c'est le chaotique. tips de la, ouais, de la note. Ouais, tu dois un peu être essoufflé. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu rencontres encore un peu comme justement obstacle et un peu de frein quand tu justement veux faire des événements sportifs un peu officiels, etc. Parce que j'ai quand même pas l'impression que tout soit hyper family friendly. Non, pas du encore. tout. Pas du tout, du tout. Hein. C'est vraiment, on est hyper arriéré en France sur le sujet. Alors, j'ai pas étudié le sujet dans tous les pays d'Europe, hein, mais en tout cas, ici, c'est compliqué, quoi. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, il y a des micro-communautés qui existent en France, principalement de mamans. Et qui organisent des runs poussettes, des petites sorties et tout, mais il n'y a pas encore beaucoup de... ça reste... Il y a cet aspect convivialité et échange autour, tu vois, avec un sujet autour de la parentalité. Il n'y a pas encore ce sujet un peu de performance. Ouais. On ne s'autorise pas encore, nous parents, à se dire, ok, on peut être parents, mais aussi on peut continuer à avoir une pratique sportive de performance parce que ça nous fait du bien, voilà, pour plein de raisons. C'est assez égoïste, mais... En fait, il y a plein de gens qui ont besoin de ça aussi. On voit tu vois, le nombre d'inscriptions qu'il peut y avoir sur les différents marathons et tout. C'est de la folie ces dernières années. Mais bien sûr, ça explose. Ça explose, ouais. Donc, faut pas avoir peur. Enfin, moi, cette omerta qui est un peu autour de la performance, et quand je parle de performance, encore une fois, c'est pas de dire pour être performant, il faut courir à 20 km/h. Hein. Je veux dire, on part tous d'un truc différent. La performance, c'est par rapport à toi, quoi. Tu pars d'un point A, tu arrives à un point B. T'arrives à évoluer entre A et B, c'est très bien, quoi, c'est une performance. Mais on ne se autorise pas forcément à se dire, ok, moi, en tant que parent, j'existe aussi, j'ai des besoins, j'ai besoin peut-être de faire du sport. Il y a des gens qui ont d'autres besoins, mais il y en a qui ont besoin de faire du sport. Enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et ça, c'est pas accepté, quoi, en course officielle. Alors, il y a une raison légale à ça, c'est que la Fédération française d'athlétisme ne l'autorise pas dans son règlement, donc par principe, les événements ne l'autorisent pas et avance des arguments de sécurité. Ce qui est assez marrant quand même, parce que pour la petite, il y a une petite actualité à ce sujet qui m'a fait beaucoup rire cette semaine, c'est que le PPS, donc le parcours prévention santé, les vidéos qu'on regarde tous là pour s'inscrire à des courses, donc qui ont remplacé le petit tour chez le médecin quand même pour vérifier que tu n'avais pas de problème de santé, il va devenir payant, le truc. Hein. Ça va être 5 € à l'année. Donc c'est-à-dire qu'on pousse un peu plus le concept de je paye pour regarder, d'ailleurs ne pas regarder parce que personne ne les regarde, des vidéos plutôt que d'aller voir un médecin pour s'assurer que justement notre propre sécurité, savoir notre santé, c'est quand même le premier enjeu de sécurité. Et ok, quoi. Ça paraît tellement logique. Donc c'est pour ça que moi ça me fait un peu rigoler quand ils osent nous dire pour des enjeux de sécurité. Moi j'ai tout entendu, on m'a dit non mais vous savez il y a des pavés. Super, il y a des pavés. Avec les poussettes on les passe quand même les pavés. Je pense qu'on peut s'en sortir. Je pense qu'on peut y arriver et c'est révélateur d'une méconnaissance aussi des solutions qui existent. Tu vois le chariot il est suspendu. T'es pas obligé de passer non, à McDo sur les pavés, qui regarde le véhicule dans lequel... Parce qu'en fait, ce dont on parle là, juste, effectivement, en termes de performance, toi, en tant que parent, en solo, entre guillemets, tu peux évidemment t'inscrire à n'importe quelle course, ça, il n'y a pas de sujet. Mais toi, dont tu parles, c'est effectivement faire participer. Enfin, c'est un duo, finalement. Papa ou maman, l'un ou l'autre, avec son enfant, quoi. Parce donc, mais vérifier l'équipement, finalement, et de se dire que tu fais pas ça dans une... poussette yo-yo. Oui. Non, mais je te prends un extrême où... Bon, et encore mais que... Et encore que... Non, mais à la rigueur, tu vois, je veux dire, ça pourrait être pourquoi pas, mais de se dire tout court, c'est non. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu... Ce que je comprends, c'est... complètement. C'est que... Toi, t'as réussi à en faire un, non? C'est ça moi, j'en ai fait un à Biarritz. À Biarritz, où t'avais réussi à... où j'étais ambassadeur d'une marque qui était partenaire, et du coup, c'est ce qui m'a permis de le faire. Mais sinon, globalement, y a plein d'épreuves où... alors, ils n'acceptent pas les parents, mais ils n'acceptent pas non plus les joëlettes, tu vois, les personnes handies et tout. Bien sûr, Et moi, là, je trouve ça vraiment révoltant, tu vois, pour le coup. Comment, en 2025, tu vois, tu peux encore avoir... Quand tout, en plus, ce genre d'événement, tu sais, te parle d'inclusion, de... oui.
Voilà. les violons, quoi. Ouais. Moi, ça me fait marrer. Ouais. Je veux bien entendre les enjeux de sécurité et tout, mais tu vois, en pratiquant le trail aussi, on se rend compte, enfin, nous, en tout cas ici, je sais pas comment c'est ailleurs, mais il y a plein d'épreuves en montagne où tu as des équipages de joëlettes, les mecs, ils passent dans des trucs, enfin, dans des sentiers. Tu te dis, bon, attends. Le marathon, ça devrait le faire, je comprends pas, quoi. C'est quoi l'histoire? Donc, et puis pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, là, le sujet, c'est de participer à des courses officielles avec ses enfants. Parce que, en fait, si t'as pas une. Enfin, sinon, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Si t'as pas une carotte, il y a plein de gens qui, s'ils n'ont pas un objectif de compétition derrière, ils vont pas y aller. Ils vont pas faire, ouais, bien sûr. Ils vont pas y aller. Et si t'as cet objectif de te dire, si, tu te dis dans 6 mois ou dans 8 mois, dans 1 an, je vais participer avec mon enfant à cette course-là, bah, tu vas bien être obligé. Ouais. Tu vas bien être obligé de partager des moments avec lui à un moment donné. Ouais. Tu es obligé de prendre ta poussette, ton chariot, de te poser des questions sur comment je vais pouvoir l'emmener le plus souvent possible et tout. Donc forcément, tu vas avoir plus de moments de partage et tout. Ouais. C'est win-win pour moi. Ouais. Mais qu'est-ce qui bloque encore, à ton avis, pour que ces événements, finalement, soient plus accessibles aux familles ? Les mentalités. Ouais. Les mentalités, il faut que les mentalités évoluent. Moi, c'est pour ça que je fais un peu le forcing, tu vois, et encore hier, que je fais le forcing pour faire des événements même non officiels, pour montrer que c'est possible. Alors, juste dis ce que tu as fait, quand même, parce que je tiens à préciser que c'est encore une belle performance. L'objectif, en fait, après le marathon de Biarritz, j'avais fini en 3h23. Qui est déjà, pour moi... Alors, 3h23 en poussant un chariot de 15 kilos, plus l'enfant, le poids d'Andrea. Voilà. Ouais. Donc ça fait une petite charge. Ça fait une petite charge. Mais ce qui était fantastique, c'était aussi de voir lui son interaction sur ce jour-là. Ouais. C'est pas que faut pas imaginer que le jour J, moi je pense que c'est moi qui ai le plus souffert, hein, clairement. Ouais. Mais lui, c'était génial. Il buvait vraiment. Les réactions du public, tu sentais qu'il y avait déjà quelque chose. Alors qu'il était petit quand même, hein, tu vois, il avait 20 mois. Ouais. Donc il était quand même très petit. Et moi, je me suis dit, c'est génial, faut réessayer de faire ça, ce serait trop chouette. Et puis, en plus de ça... Et puis il a passé la ligne d'arrivée... Ouais, tu vois, un peu en star. En star, quoi. Donc, c'est drôle, tu vois, c'est quand même drôle parce que il part de... Lui, il était habitué à ce que je l'emmène, tu vois, je le laissais à Biarritz, à droite, à gauche, pour faire ses trucs et tout, pour faire sa petite vie. Là, il se retrouve avec plein de gens qui l'acclament, c'est trop drôle. C'était génial. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, tu vois, faire retenter l'expérience. Et je savais qu'il restait des courses, que là, à l'échéance de 3 mois, ça allait être compliqué parce que j'avais plein de mariages et tout, c'était injouable. Donc j'ai eu un autre projet avec lui qui était de l'emmener en montagne. Et je voulais l'emmener en bivouac quelques jours. Donc pareil, ça c'était une belle organisation aussi. C'est pas passé exactement comme prévu, mais bon, on a essayé et c'était chouette aussi. Et j'avais un ami qui m'aidait et tout, mais bon, au final, il était pas hyper bien, donc on a bâché, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Ça, c'est le truc que tu acceptes quand tu peux pratiquer. Bah oui, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Faut te dire d'emblée, ça peut ne pas marcher. Ouais. Et l'accepter. À partir de là, bon, bah, tu avises, quoi. Mais là, je me suis dit, bon, bah, en fin d'année, peut-être qu'il y aura une autre épreuve. Donc j'avais ciblé plusieurs épreuves officielles. Donc j'ai sollicité les différents organismes par divers moyens et tout. Impossible. C'est vrai. Impossible. J'ai pris. Alors j'ai été accepté dans certaines, elles m'ont finalement refusé, en prétextant toujours cet argument de sécurité qui est discutable, disons. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, rien n'empêche de. Moi, l'objectif, c'était pas de faire une course pour faire une course, c'était de faire ce temps-là, le temps de 3 heures sur marathon. C'est un peu le saint graal de plein de gens qui veulent courir un marathon. Moi, l'objectif, c'était, en participant à une course officielle, l'objectif, c'était de mettre la lumière là-dessus, de montrer à plein de parents que c'était possible. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible sur course officielle, mais bon, rien ne m'empêchait de le faire à la maison, quoi. Et puis d'autant plus que c'était aussi l'occasion de dire aux copains de venir, de croiser tous les gens avec qui j'ai couru avec ce chariot toute l'année aussi. Donc
Donc hier, je me suis dit, enfin j'avais bloqué cette date hier de le faire à la maison, donc j'ai fait mon petit parcours autour de chez moi, en essayant de trouver les trucs les plus plats possible parce que c'était quand même vallonné. Et voilà, on est passé par plein d'endroits où on va se balader habituellement avec Andrea, donc où je l'emmène à la plage, où je l'emmène à la montagne. Et il a reconnu ces endroits-là aussi. Bien sûr. Tu vois, il m'a dit, c'est la plage là. Ouais. Et c'est la plage. Bon, on va pas s'y arrêter tout de suite. Là, tu vois, tu t'espères que ça va pas partir en crise. Ouais, en crise, ouais. Mais au final, c'était hyper chouette aussi. Bon, c'était un peu différent parce que t'avais pas cette interaction avec le public. Il y en avait moins, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Bon, après, c'était trop bien parce que du coup, j'avais des très bons copains qui étaient là. Donc, ça, c'est trop chouette, tu vois. Et j'ai réussi à me faire en tout 3 heures. Donc, c'est tout le... Bravo. C'est tout le... Bravo. Donc je suis content de ça parce que ça va me permettre de communiquer un peu plus là-dessus. Et tu vois, j'ai publié un truc aujourd'hui pour parler de ça. Et ça me sert en fait, moi, derrière, de support. Moi, les observations que j'ai pu avoir, effectivement, c'est... il passe 3 heures dans son chariot. Ouais, mais non, en fait, vous n'avez rien compris, c'est pas ça le but. Effectivement, alors la finalité du truc, c'est le point final, il est un peu là. Mais en fait, ce qui est important, c'est tout ce qui s'est passé avant. Ce qui est important, c'est qu'en fait, cet objectif-là sert à un but qui est bien plus grand, qui est de sortir régulièrement pendant des mois et des mois avec ton gamin. Et de construire ses souvenirs, et de cette proximité. Lui, ce qu'il va retenir, alors outre le fait que le jour J c'était cool, c'est aussi, tu vois, là hier, il a reconnu la plage parce qu'on s'est arrêté à la plage, il a reconnu la forêt parce qu'on s'est arrêté à la forêt. C'est tous ces endroits où on a été goûté, où il a joué, où il a découvert des choses. C'est tous ces endroits-là en fait qui comptent pour lui. C'est pas, alors le jour J, il y a d'autres enjeux. C'est effectivement de gérer la distance, la longueur du truc, mais c'est une fois. Ça pose de problème à personne. Et puis tu t'adaptes, comme tu l'as dit. Et tu t'adaptes. Moi, à Biarritz, je me suis arrêté, je sais pas combien de fois. Mais bien sûr. Parce qu'au début, il était pas trop bien, donc je cherchais un peu ce qui allait pas. C'était surprenant parce que ça s'était toujours très bien passé. On avait fait quand même des sorties assez longues. Et je cherchais ce qui allait pas. Bon, tu testes des trucs, mais comme quand t'as ton enfant qui est chez toi, tu sais pas ce qui va pas parfois, et tu testes. Et toi, justement, qu'est-ce que t'aimerais faire pour faire bouger cette culture du sport? Alors, toi, en termes de force, tu crées des belles images, du beau contenu. Enfin, tu vois, t'es, on va dire, créateur aussi de nouveaux récits par ton métier. Mais qu'est-ce que t'aimerais faire? J'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là, et justement, je trouve que c'est une opportunité. C'est une chance d'avoir à la fois la compétence pour produire des images et parler de ce sujet. Ce serait presque dommage de pas les utiliser. Alors, et pour autant, je fais ça pour Andrea et moi, mais c'est aussi pour d'autres parents, parce que clairement, Andrea, là, il a 2 ans, je vais pas le laisser dans le chariot pendant 5 ans encore. Bien sûr. Moi, ça va arriver à sa fin, et malheureusement, j'aurais préféré, que les portes soient plus ouvertes pour participer à plus de trucs. Oui, mais tu le feras différemment, j'imagine. Exactement. Tu pourras pas un marathon avec lui, mais tu feras d'autres. Je ferai d'autres choses. C'est clair. Mais il y a des parents qui peut-être, j'espère, demain, pourront justement bénéficier de ça, et se dire, dès qu'ils sont parents, c'est pas la fin de mois pour tous les parents pour qui le sport est important. J'espère que ça permettra justement à ces gens-là de se dire, mais en fait non, il y en a qui ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Bien sûr. C'est juste ça en fait, juste allumer cette petite lueur d'espoir et leur dire c'est possible. Et comment faire? C'est pour ça que effectivement, tu vois, je lâche pas le morceau non plus, et que je continue à communiquer un peu sur le sujet, et que je reste réceptif aussi aux sollicitations, tu vois, d'événements à venir. J'ai quelques pistes pour l'année prochaine, on verra dans quelle mesure ça peut se faire, mais moi je reste assez convaincu. Puis quand tu vois l'engagement et l'engouement qu'il y a pu avoir, tu vois, autour de Biarritz, je me dis et puis c'est ce que j'allais dire quand tu disais au tout début, quand tu vois le nombre de personnes qui s'inscrivent à des marathons, à ces événements officiels dans le lot. Forcément, combien sont par an, ça c'est sûr. J'imagine beaucoup, mais dedans, je suis sûre qu'il y en a certains qui adoreraient. Ça serait intéressant de faire un petit questionnaire et de se dire dans le lot, est-ce qu'il y en a qui auraient aimé combien? Parce que la tranche d'âge quand même de marathon, je sais pas exactement ce qu'elle est, mais là, je pense qu'entre 30 et 35-40 ans,
Il y en a un paquet. Ouais, et c'est pile poil, la petite enfance, quoi. Ben, bien sûr. Donc, sur le lot, tu vois, sur tous ces gens-là, si tu leur dis demain c'est possible, il y en a combien qui se mettent au départ marathon même si tu leur dis, vous prenez pas le départ avec tout le monde, mais vous prenez le départ 5 minutes après. Parce que ça change rien sur c'est ça. Parce que ça répond à des enjeux de sécurité et tout. Moi, j'étais prêt tu vois, j'ai proposé toutes ces solutions-là. Je leur ai dit, moi, si vous voulez, je pars derrière tout le monde, je m'en fous. Il y a aucun souci. Ou devant, si vous préférez. Moi, peu m'importe. Il y a aucun souci. Mais c'est même pas une solution envisageable, quoi. C'est un le non catégorique. Ouais. Même de partir avec les Joëlettes qui sont aussi sur 3 roues, c'est non. D'accord. D'accord. Et du coup, à quoi ressemblerait pour toi un événement sportif qui serait vraiment family friendly ? Déjà, il faudrait que ce soit possible également. Ouais, déjà. Et family friendly, c'est aussi pour moi, au-delà du sport, c'est aussi le terrain d'échange que ça ouvre. C'est justement c'est un peu une boule de neige, quoi. C'est l'effet boule de neige. De croiser d'autres parents, ça permet d'échanger sur des sujets, tu vois, autour de la thématique du sport. Ça rapproche, on le sait, le sport, tout le milieu associatif, ça permet de tisser des liens, de se sentir moins seul. Enfin, ça peut répondre en fait à plein d'autres problématiques que juste se dépenser physiquement ou satisfaire un ego. Ça va bien au-delà de ça, enfin, à mon sens. Je pense que tu peux quand même te sentir mieux justement en étant avec d'autres parents qui partagent les mêmes enjeux du quotidien que toi, et tant qu'à faire, autant le faire dans un cadre qui est cool et en se dépensant et tout. C'est un outil, j'imagine, quand je vois la relation que tu as avec ton fils, c'est quelque chose qui a renforcé ton lien. Et puis quand il y a chez toi une séparation, ça permet de vivre effectivement d'autres choses finalement assez fortes. Des moments comme le marathon de Biarritz, tu vois, c'est quand même ça marque une vie, quoi. Bien sûr. Alors que moi, tu vois, ça faisait 8 ans que j'avais pas pris un dossard. Donc c'est vraiment pour ces éléments-là sont importants à mes yeux, parce que c'est pour montrer aux gens aussi que c'est pas pour satisfaire mon ego, hein, parce que si j'avais des ambitions personnelles, je m'inscrirais à des courses tout seul comme un grand, tu vois. Je ferais, j'espère, un petit peu mieux que si j'avais pas le chariot. Mais moi, je trouve ça déjà bien. Mais tu ferais encore mieux. Oui, tu forcément. vois, si c'était dans cet objectif-là. Mais si c'était l'optique de juste le chrono individuel, mais c'est pas ça. Vu ce que tu fais avec un chariot, sans, bien sûr. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est tout ce qu'il y a autour et effectivement ce que ça te permet de créer. Et forcément, aussi, c'est les émotions que ça permet de partager le jour J. Mais il faut vraiment voir ça comme un ensemble. Moi, je trouve que c'est une stimulation ça doit d'abord être une stimulation dans ton quotidien pour partager des choses avec ton enfant. C'est le chemin en fait pour arriver à cet événement finalement qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a tous il y a une contrainte qu'on partage tous en tant que parents, c'est le temps. C'est ça. Celle-là, on la partage tous, clairement. On essaye tous d'optimiser nos quotidiens avec nos propres enjeux pour lier à peu près tout. Franchement, quand tu arrives à faire du sport, à permettre à ton enfant de voir des choses différentes, d'être aussi socialement en contact avec d'autres personnes, d'autres humains. Moi, je vois Andrea comme il est sociable. C'est un truc de barjon. Et tu penses que c'est... Convaincu que c'est complètement lié. Convaincu que c'est complètement lié, mais parce que je lui laisse une autonomie énorme quand on s'arrête au milieu d'un entraînement. En fait, souvent, moi, les entraînements, c'est on part l'après-midi, je fais un bout de course, on est à un endroit, à la plage, à la forêt, je sais pas, n'importe. Et on essaie de trouver aussi parfois, tu vois, on va s'arrêter à Biarritz, en haut, ça en marche, tu vois, le monde qu'il y a et tout. Moi, je m'arrête, je m'assois sur un banc, je le laisse jouer, quoi. Mais il va discuter avec les gens et tout. Alors parfois, ça surprend les gens, tu vois un enfant de 2 ans qui arrive comme ça les surprend. Mais ça l'a beaucoup éveillé. Et il est curieux, il va demander, tu vois, il va dire bonjour et tout, machin. Enfin, il a aucune appréhension. Il est hyper sociable et je suis convaincu que ça a participé à ça. Parce que je lui ai laissé cette autonomie et tout. Alors, c'est dépendant aussi. C'est que, forcément, enfant indépendant, quand tu veux l'aider à faire quoi que ce soit, c'est vite un problème. Faut pas tout avoir. Non, mais ça l'ouvre au monde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, on peut pas tout avoir, mais ça ouvre au monde quand même. Pour moi, c'est important, ça, qu'il soit connecté à son environnement social et je trouve que c'est essentiel. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier dans votre relation avec ton fils ?
je me dis que d'une certaine manière, ce que je te disais tout à l'heure, on fait des compromis, l'un et l'autre. Et alors, lui, il s'en rend pas compte à son échelle, mais il apprend à être patient si jeune et tout. Et j'espère, je touche du bois parce que j'espère que ça se traduira plus tard. Mais je pense qu'il apprend à être patient. Moi aussi, ça m'apprend à être patient, à être à l'écoute de ses besoins, malgré que je sois dans la souffrance physique terrible parfois. Ça m'apprend aussi à avoir cette lucidité, tu vois, à avoir du sang-froid, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est pas facile, quoi. Enfin, bien sûr. donc, ouais, je suis fier d'arriver à construire des projets, d'arriver à construire un maximum de projets avec lui et de ne pas me charger d'excuses. Malgré la fatigue, malgré, tu vois, je suis quand même rentré samedi, je me suis couché à 2h45 après 12 heures de mariage. Je me suis pas échappé le lendemain matin pour aller faire le marathon, quoi. Et franchement, j'ai pas fait la meilleure prépa non plus. Ouais. Pas mentir. Donc, je suis fier de pas me laisser le choix. Et ça fait partie aussi des choses. Je pense que, alors, il y a à la fois la peur en tant que parent de ne pas faire des choses pour pas mettre en danger son enfant, mais il y a aussi, je pense, parfois aussi un manque de motivation, tu vois, de se dire, ah bon, là, je suis claqué, j'y vais pas. Et en fait, le plus dur, c'est souvent de sortir, quoi. C'est souvent d'enfiler les chaussures ou juste d'enfiler ton manteau pour sortir de balader. Une fois que tu as fait ça, souvent le plus dur est fait, quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre à ton fils ? Le sport, du coup, ça m'amène au troisième un peu volet du sport, tu vois. Après le côté le physique, le côté psychologique, la charge mentale, tout ça, c'est aussi le partage avec les gens, tu vois, de créer une communauté, tout ça. Tu sens que sur les événements sportifs, c'est parmi les seuls événements dans l'actualité où tu as vraiment une communion entre les gens, des gens qui ne se connaissent pas. Et puis dans les périodes qu'on vit, on a bien vu avec les JO, tu vois, ça soulève ça soulève et ça rassemble les foules. Ouais, c'est ça. Les JO, c'était hallucinant de voir à Paris des gens de partout dans le monde, et ça, tout le monde le dit. On est unanime pour témoigner de ça, et pourtant, on a quand même, Français, on a quand même bien râlé après ces JO. Avant les JO, parce que voilà, ça allait pas être bien, et au final ça allait être horrible et tout. Au final, tous ceux qui n'y sont pas allés, au final, ont regretté de ne pas y être allés, et tous ceux qui y étaient non, mais puis c'est la beauté du sport, enfin, c'est comme tu dis, c'est la communion et, voilà. Et ça, c'est un truc que justement je trouve vertueux, c'est de lui montrer, tu vois, parce qu'effectivement aujourd'hui on est quand même l'actualité n'est pas toujours rose, quoi, même rarement. Oui. On est accablé de trucs dramatiques aux quatre coins du monde, et ça fait quand même du bien d'avoir un peu de légèreté sur des événements comme ça, petits ou gros, tu vois. Même hier, c'était un tout petit truc, au final, on était entre nous avec des amis, mais on a fini par neige tous ensemble, et c'est ça aussi ce volet-là. Ce volet-là est important, et bon, sur les marathons, c'est un peu le même truc. T'as plus de monde, c'est un peu différent, mais ça rassemble les gens. Et j'aimerais bien pouvoir lui transmettre aussi ça, tu vois, cette humanité, en fait. Ouais. Parce que franchement, c'est pas facile de trouver des événements où t'as encore ça, quoi. Ouais. C'est quand même pas facile, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc ouais, s'il pouvait retenir ça, ce serait chouette, quoi. Ouais. Qu'il ait un peu foi en l'humanité. Ouais, c'est effectivement une belle facile. chose. Non. Et qu'est-ce que lui t'apprend au quotidien ? Ah bah clairement la patience, en premier. La patience, parce que je dois être patient pour moi m'entraîner. C'est pas forcément quand il fait beau et quand il y a la meilleure météo, c'est quand aussi lui, ça correspond à ses horaires, c'est savoir écouter ses besoins au quotidien aussi, tu vois, anticiper aussi tous ses besoins. Je suis globalement quelqu'un d'assez altruiste, je crois, et tourné vers les autres, donc c'est assez naturel pour moi, mais je compose, tu composes forcément différemment quand c'est ton enfant, quoi. Ouais, donc clair. La patience et cette attention particulière que tu as pour ton enfant, quoi. Je pense que c'est le truc que c'est pas facile, mais ça apprend beaucoup. Et qu'est-ce que la parentalité t'a appris sur toi, même indirectement ? Que je pouvais être plus fort physiquement et mentalement depuis que je suis papa. Alors ça, vraiment, j'aurais pas cru... Qu'est-ce que tu pensais ? J'aurais pas cru te dire ça il y a un an. C'est vrai ? J'étais au fond du seau. C'est vrai que la séparation, c'est un gros morceau, donc
tu te sens minable, hein, clairement. Enfin, moi, je me sentais minable. J'avais un sentiment de culpabilité terrible. Enfin, j'avais tout ce schéma familial un peu classique qui s'effondrait. Donc, bref. Je pense que ça m'a rendu plus fort physiquement parce que je me suis aperçu que de réussir à partager des choses avec Andrea et Tétia, de courir tout ça, en fait, je suis plus performant qu'avant. Je fais plus de courses qu'avant. Et mentalement, j'arrive à prendre quand même plus de recul, je pense, sur les choses. Alors, pas sur tout, hein, c'est loin d'être parfait, ça peut paraître prétentieux comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est juste que. Enfin, je dis ça par rapport à moi-même, par rapport à la personne que j'étais il y a 1 an. Ou même, tu vois, avant l'arrivée d'Andrea, je me dis, voilà, j'ai quand même mûri par rapport à certaines choses et j'arrive à mieux percevoir certaines choses. Et ça, je pense que c'est chouette. Je pense que le gros piège de la parentalité, c'est de se comparer à d'autres. Parce que on a tous des amis ou des gens autour de nous qui font des choses bien et tu te dis, c'est trop bien ça. Oui, mais c'est sur d'autres choses. Voilà, c'est chacun ses forces. Voilà, chacun ses forces, c'est exactement ça. Donc, moi, j'essaie de comparer ce que j'arrive à faire évoluer et faire un peu mieux chaque jour. Donc, je pense que ça m'a appris ça, globalement. Et en tant que papa, qu'est-ce qui est essentiel à ton équilibre aujourd'hui ? Alors, tu y as peut-être déjà un petit peu répondu. Et qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de le préserver ? Ce que je sais, c'est que le sport est essentiel à mon équilibre. C'est pas quelque chose que j'ai réussi à très bien réguler. J'en ai fait énormément sur la première partie de l'année et là, je vais refaire beaucoup là. Donc, j'en fais beaucoup plus l'hiver que l'été. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à un peu lisser. Et pour justement que je puisse partager plus de choses aussi avec Andrea, parce que c'est bien d'avoir une alternance, surtout l'été, tu vois, quand il fait beau et tout. Moi, je suis content de pouvoir l'emmener à la plage ou quoi. Et il faut que j'arrive à avoir en fait un train de vie, moi, qui est plus équilibré sur l'année. Alors, c'est pas facile, mais parce que j'ai des contraintes professionnelles un peu spécifiques. Et que je trouve quelqu'un pour m'accompagner au quotidien, voilà, dans le boulot aussi. Bon, ça, c'est en cours de... c'est sur la voie, mais c'est un ingrédient important. Un ingrédient important pour que ça aille dans le bon sens. Et si tu pouvais donner un conseil au jeune papa que tu étais à l'époque, au tout début, quel serait-il ? Ce serait justement de faire ce bilan dont on parlait juste avant. De faire ce bilan et de ne pas mettre de côté tout le sport, en fait, l'importance que le sport a dans ma vie. Et ça doit le conseil, ce serait effectivement de mieux me regarder, en fait, de ne pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir, de ne pas considérer ça comme un besoin égoïste, mais comme quelque chose qui peut être moteur, partagé, riche pour lui à plein de niveaux. En fait, plus d'essayer de transformer ça en quelque chose de commun, quoi, une aventure commune. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, en fait. Mais pour moi, c'est vrai que je voyais pas ça comme ça. Pour moi, j'avais plus une hiérarchie, en fait. Tu vois, je te parlais de sphère avant. Moi, j'avais plus une hiérarchie. Et en fait, le sport, mes besoins personnels étaient tout en bas de la pyramide, tu vois. Donc forcément, ça, c'est le truc à ne pas faire. Voilà, c'est ce que je dirais, c'est ce que je me dirais, je pense. Mais je pourrais même me le dire même bien avant, tu vois. Et continue à te le dire pour que ça te perde pas de vue. Je pense que j'en ai plus conscience maintenant. J'en ai plus conscience maintenant. Je vois le temps passer aussi. Ouais, bien sûr. Surtout quand tu as des enfants, je crois que tu vois plus le temps passer encore. Carrément. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Je sais pas si on vieillit plus vite ou... peut-être une combinaison des deux, mais c'est vrai que tu vois le temps défiler différemment. C'est qu'ils grandissent vite. Donc tu te vois aussi... tu te dis, ça passe trop vite. Moi, j'ai envie de vivre plein de trucs avec lui, quoi. J'ai envie de vivre trop de trucs avec lui et je suis hyper impatient de partager des moments avec lui, de faire des choses, de lui proposer des trucs. Parce que je me dis, le temps passe et j'avais lu une stat, je sais plus combien je crois que c'est 80-90% de ton temps que tu passes avec tes enfants avant 18 ans. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc de malade. Tout le temps que tu passeras avec eux, ouais. C'est un truc de malade. Ça fait un peu flipper quand tu vois. Ça fait flipper. Moi, je pense à ça hyper souvent. Ouais. Et du coup, c'est ça qui me fait dire, c'est pas demain, quoi. C'est aujourd'hui.
Tu vois, il faut que chaque jour, tu arrives à faire un petit truc. Ouais. Parce que le temps passe vite. Pour engranger des souvenirs. Mais ouais, chaque petit souvenir a son importance. Exactement. Ouais. Et même les plus petits, ceux qui peuvent paraître les plus dérisoires, les plus insignifiants, mais en fait, c'est ceux-là qui comptent le plus. C'est les petites choses du quotidien que tu arrives à mettre en place qui sont les plus importantes, qui te laisseront le plus de souvenirs. C'est pas, tu vois, c'est pas forcément faire un marathon et tout. Alors ça, bien sûr, ça reste, mais c'est plus tout ce que tu vas mettre en place, tout ce que tu vas mettre en place autour. Ça, je trouve ça chouette. Merci beaucoup, Damien, pour cet échange plein de sincérité. Ouais. Merci de libérer aussi un peu la parole sur ces sujets-là. On n'entend pas souvent des papas, donc surtout dans ce type de podcast. Donc merci d'avoir accepté. Je trouve que c'est hyper important d'entendre vos voix aussi de plus en plus. Et j'espère sincèrement que ça va évoluer dans le milieu du sport, dans le milieu des courses officielles, et que il y aura plein d'autres parents qui pourront partager ces moments incroyables avec leurs enfants. J'espère aussi. Merci Damien. Merci à toi.